Bienvenue sur le podcast de Transition urbaine. Transition urbaine, c'est une association sans but lucratif dédiée à l'accélération des transitions écologiques, sociales et démocratiques de la fabrique de la ville. Rencontre après rencontre, nous partageons les apprentissages de celles et ceux qui font déjà la ville autrement. Je suis Sylvain Grisot, urbaniste et président de Transition urbaine. Nous sommes aujourd'hui avec un très large auditoire, beaucoup de participants, donc on va bien en profiter. On est donc avec Caroline Leroy, chargée de documentation veille et réseaux sociaux de l'agence d'urbanisme de la région grenobloise. Avec Nicolas Tixier, architecte, professeur HDR et chercheur au Cresson et à l'école à l'ENSA donc de Grenoble. Et puis 4 étudiants de Master 2 de l'ENSA, donc Gwendoline Coué, Clara Coquet, Amandine Georges et Paul Durbé-Salençon. Avec eux, on va évoquer un enseignement optionnel de Master 2 qui a piqué notre curiosité en fait, parce qu'il porte déjà un titre intriguant. Ces projets qui hantent la ville. Et puis, il initie surtout une nouvelle façon d'enquêter dans les futurs non advenus de nos villes, en fouillant les archives. Parce qu'avec les transitions urbaines, la question des renoncements devient centrale. Il y a eu bien sûr le renoncement au projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Et puis toute la litanie des grands projets dits inutiles. Et puis, il y a depuis quelques temps des renoncements à aménager ou à construire des infrastructures dans des espaces menacés par les flots, les pénuries d'eau ou l'absence de neige. Mais les projets qui ne vont pas à leur terme ont pourtant l'air d'être des exceptions. Ils sont finalement tellement rares qu'on parle toujours des mêmes renoncements. À part bien sûr l'emblématique plan voisin pour Paris, du Corbusier, qui plantait des tours en plein Paris, ou les concours perdus qui sont affichés par les agences d'architecture sur les réseaux sociaux. Mais nous sommes surtout victimes du biais du survivant, car les placards, en fait, sont remplis de projets avortés dont personne ne veut se souvenir. Personne ? Et non. En fait, l'enseignement, les projets qui hantent la ville, encadrés par Nicolas Tixier avec l'appui de Caroline Leroy, a justement pour but d'exhumer des projets des archives de l'agence d'urbanisme de la région grenobloise. Alors on va découvrir ensemble quelques-uns de ces projets et tenter de comprendre ce que ces futurs non advenus nous apprennent des choix à faire à l'heure des transitions. Une ville en pleine expansion. Les transitions à mener s'accumulent, l'énergie, l'agriculture, les mobilités. Monsieur l'administrateur délégué, vous êtes chargé de l'attribution et de la répartition des logements. Comment la situation se présente-t-elle ? C'est une contribution au débat sur l'artificialisation des sols et les questions d'étalement urbain. On a privilégié la machine, la matière et l'énergie par rapport à l'être humain. C'est pour ça qu'on ne recycle pas bien les téléphones. And then perhaps the defining trend of the 21st century is population growth. On a une responsabilité sur l'épuisement des ressources et une responsabilité sur la perte de biodiversité. Chaque échec va permettre la prochaine fois de faire mieux et chaque échec est autant instructif qu'un succès. Des projets d'urbanisme qui sont indispensables du fait d'une circulation toujours plus intense. Ce plan est un plan que le public montait pour venir voir. Il s'agit du plan de sauvegarde dedans. Si on est une grande part du problème, on est forcément une grande part de la solution. On va peut-être couler moins de béton et miser plus sur l'intelligence et finalement changer de matière grise. Caroline, Nicolas, si vous voulez, commençons déjà par planter le décor. Je pense qu'on est quand même sur une démarche suffisamment originale pour qu'on prenne le temps d'expliquer ce qui s'est passé. Elle est à la fois originale et expérimentale. Plus exactement, c'est la première fois, la première année que cet enseignement a lieu. Donc c'est toujours une aventure de lancer un dispositif d'enseignement et ce sera intéressant de voir ce que vous en avez appris. Parlons déjà du territoire exploré par les étudiants. En général, c'est des quartiers, c'est des projets urbains, etc. Mais là, c'est un peu différent, c'est les archives de l'agence. Qu'est-ce que c'est ces archives, Caroline ? Est-ce qu'on sait vraiment ce que renferment ces archives finalement ? Alors oui et non. On a quand même une vision de ce qu'on a dans nos greniers. L'agence d'urbanisme de la région grenobloise, elle existe depuis 1967. Donc, on peut dire qu'on est un peu la mémoire du territoire, en tout cas sur l'aménagement du territoire. Un territoire qui est assez large parce qu'on travaille à l'échelle de ce qu'on appelle l'aire grenobloise, la grande région grenobloise. Donc, on a plusieurs EPCI, plusieurs établissements donc de coopération intercommunale. On a des partenaires comme l'État, comme la ville de Grenoble, comme un syndicat de mobilité, le parc national du Vercors, de la Chartreuse. Donc, on a un territoire qui est très diversifié, avec des échelles de quartier, mais des échelles aussi de ruralité, de montagne. On a un territoire qui est assez particulier.
Et le fait que l'agence existe depuis 67, ben, on se doute bien qu'on a rassemblé énormément de choses et on a un centre de documentation qui existe depuis la création de l'agence. Il y a toujours eu un centre de doc. Donc il y a toujours eu des documentalistes pour référencer les études de l'agence, puisque la spécificité de l'agence, c'est de produire des études pour nos élus, pour les accompagner dans la mise en place d'une politique publique et d'aménagement du territoire. Donc l'agence produit des études, et puis l'agence a rassemblé d'autres études locales, pas seulement les siennes, des ouvrages, des revues, des prospectus, des dessins, des cartes, énormément de choses qui ont été classées depuis 1965, depuis 1967, qui ont été classées à l'agence. Ça veut dire qu'on va trouver, on trouve dans vos rayonnages, dans vos cartons, à la fois les productions connues, finalisées de l'agence, mais aussi des documents plus intermédiaires, mais aussi des documents produits par des tiers. Oui, on parle exactement de ça, on parle d'archives intermédiaires. Il y a énormément d'archives de travail. Donc on a toute la logique de fabrication aussi d'un projet, c'est-à-dire comment ça a été réfléchi, quelles réunions ont été menées. Alors tout ça a évolué au fur et à mesure du temps, donc on a des techniques de représentation qui ont énormément évolué, on s'en doute bien depuis 67, et ça a été aussi l'intérêt d'ouvrir ces boîtes d'archives. C'est-à-dire que c'est de retrouver des façons de faire, des façons de penser l'aménagement du territoire, qui n'étaient pas les mêmes en 67, qui n'étaient pas les mêmes en 70, en 80. Et puis voilà, on a une évolution qui est assez logique. C'est des métiers qui évoluent, mais on s'est rendu compte quand même qu'on avait des sujets, en tout cas, et des façons de faire la ville qui pouvaient être récurrentes. Aujourd'hui, matériellement, ces archives-là, matériellement, c'est quoi, c'est où? Parce que tout de suite, on imagine un grenier un peu poussiéreux avec quelques étagères qui se sont effondrées au fond, là. Plus la question des dégâts des eaux en 83 qui fait qu'on a perdu une partie des archives. C'est évidemment ça. C'est évidemment ça. On n'est pas l'agence d'urbanisme est une vieille agence. Hein. On n'est pas un service d'archives à proprement parler, mais par contre, on a toujours bien classé. Il y a toujours eu des documentalistes pour classer. Donc, on a à peu près 10 000 documents. Ça équivaut à peu près à 5 000 boîtes d'archives. Donc, c'est assez énorme en termes de mètres linéaires. C'est vraiment trois salles énormes d'archives. Et puis, on a un petit centre de doc qui est un espace de médiation. Et moi, mon but, c'est de valoriser tout ça. Donc, je ne peux pas valoriser toutes les boîtes d'archives. Je suis obligée moi aussi, d'aller piocher, de trouver aussi une technique de valorisation qui soit intéressante pour pouvoir montrer ce que j'ai dans ces boîtes d'archives, parce qu'on ne peut pas tout ouvrir. Et donc, il y a une sélection qui se fait par mois ou avec différents projets comme celui dont on va vous parler. Mais voilà, le but, c'était d'utiliser aussi ce centre de doc comme espace de médiation pour pouvoir revaloriser ces archives. Parce qu'on a perdu un public, évidemment, les gens vont moins en bibliothèque, vont moins en centre de doc, même s'ils sont spécialisés. Et là, le fait de retourner un peu dans le passé, ça a permis d'éclairer les sujets d'aujourd'hui, d'actualité, de se rendre compte de ce qu'on pensait avant et qui peut complètement éclairer le présent, et de savoir d'où on vient pour savoir où on va. C'est une phrase un petit peu bateau, mais en tout cas, c'est un vrai projet qu'on peut mener autour des archives. Non, mais c'est peut-être justement d'autant plus d'actualité. Nicolas, par rapport à cette matière première, finalement, à ce terrain, qui est pas un terrain physique, mais qui est un terrain, enfin si, qui a ça, d'ailleurs, qui a sa propre matérialité, mais qui n'est pas un terrain habituel, en tout cas, pour en tout cas l'enseignement de l'architecture. Comment est-ce que le dispositif pédagogique se conçoit? Quels étaient ses objectifs? Quelles étaient tes envies, en fait, aussi, en concevant tout ça? L'idée, c'est un petit peu de se dire que pour penser le territoire du futur, de demain, sous les prismes de questions actuelles, qui sont les inégalités sociales, les évolutions climatiques, les crises écologiques, etc. C'est de se dire que une partie de ces questions-là ont été débattues dans le passé, alors pas de la même façon évidemment, et qu'on peut retrouver sans doute dans le passé des éléments de projet, des réflexions, des dossiers d'études qui peuvent nous éclairer sur la situation d'aujourd'hui et peut-être sur celle de demain. Pour soit se dire, les choses ont déjà été pensées dans certaines logiques qui sont extrêmement intéressantes, soit de se dire, mais non, justement, il faut changer de logique, il faut basculer vers d'autres façons de penser le territoire.
on est souvent sur en architecture et peut-être encore plus en urbanisme. Il y a souvent cette idée de l'analyse et du projet, du diagnostic et du projet. Et peut-être c'est un peu pour casser ça. C'est-à-dire se dire, il n'y a pas uniquement la situation d'analyse qui nous explique un problème qu'il faudrait résoudre, sur lequel le projet viendrait donner des solutions, mais en fait, toute action pour demain s'inscrit dans une histoire longue, une histoire d'un territoire qui a eu des projets. Certains ont été réalisés, d'autres pas. Et à notre tour, en fait, on va proposer de nouveaux projets. Tout en sachant que derrière nous, d'autres proposeront aussi des projets. Ça, c'est la première idée qui était importante, hein, mais qui rejoint une autre idée, c'est que le projet, c'est aussi du récit et de la fiction. C'est une façon de raconter. Et si on commence à penser demain en racontant des choses dans nos héritages qui ont existé, qui ont été pensées et peut-être qui n'ont pas été réalisées, mais qui peuvent nous inspirer pour demain, eh bien on commence à tisser une histoire qui permet aussi de donner une densité en fait à des territoires. Et je parle en particulier à des territoires. Alors Grenoble est pour ça intéressant parce que c'est à la fois une ville assez importante, mais c'est pas une ville sur laquelle a été démultipliées les études urbaines comme peuvent l'être sur les grandes capitales par exemple. Et donc comment on fait le lien entre le vécu quotidien des habitants dans le lieu et l'évolution de ce lieu-là, et sans tomber non plus dans la nostalgie. Je veux bien que tu nous éclaires aussi sur au-delà de ces partis pris. Enfin, là on va finalement s'approprier, creuser le passé, creuser un passé qu'on regarde pas en général, parce que c'est ce que je disais en introduction. On a ce biais du survivant qui fait que c'est le projet advenu qu'on va évidemment regarder, sur lequel on va chercher sa logique, mais sans le regarder en parallèle des projets concurrents, des projets non advenus, etc., etc. Donc il y a ces éléments-là qui nous servent, mais c'est quand même une matière extrêmement particulière dans le cadre d'un enseignement. Dans le cadre d'un enseignement au projet urbain, on passe pas non plus notre temps à parler des projets perdus sur des concours. On passe pas notre temps et même on est sans doute dans la profession assez rapide à tourner la page, à passer au projet d'après et finalement à être toujours focalisé sur la suite. Donc toujours être dans un regard projectif, donc vers l'avant. Prendre des étudiants comme ça en master très proche d'un exercice professionnel, leur demander de regarder le passé, leur demander non pas d'aller sur un terrain physique et de rencontrer des gens, mais d'aller ouvrir des boîtes. C'est quoi le parti pris pédagogique derrière? Alors, il y a plusieurs objectifs, et puis les étudiants d'ailleurs en discuteront sans doute derrière nous. Mais un premier objectif, c'est d'avoir une pédagogie dans laquelle nous travaillons avec eux et pas uniquement dans une logique d'encadrement. C'est-à-dire, en fait, nous sommes nous aussi les premiers intéressés par ce que l'on va pouvoir trouver, ce que l'on va pouvoir en dire, et comment l'ensemble des productions, des petits groupes qu'on fait, là il y a eu 9 projets qui ont été, on va dire, déterrés, eh bien, donne un corpus relativement inédit, sur lequel on peut être à la fois fier du travail individuel de chaque groupe, mais aussi du travail collectif, avec cette idée que ce qui est produit pédagogiquement peut tomber dans l'espace public et devenir une archive publique à son tour, mais une archive publique organisée, mise en récit, débattue. Et donc c'est cette idée aussi de produire aujourd'hui des documents accessibles pour d'autres demain. Donc ça c'est la premier objectif, c'est que l'atelier fini, en fait, il continue, puisque maintenant les documents sont en ligne, ils sont accessibles, on peut travailler dessus. Et puis les imaginaires de tous ceux qui ont vu ces travaux-là a changé. C'est-à-dire, si vous passez dans un lieu où vous avez vu que peut-être il aurait pu être autre chose, dans nos yeux, dans vos yeux, eh bien, il y a cette projection qui fait que notre quotidien devient épais d'autres possibles non advenus, mais qui peut-être pourraient advenir plus tard. La deuxième idée, et c'est plutôt Caroline qui l'a très bien explicité, et on mobilise aussi les agents de l'agence qui, sur des questions précises, viennent aider, viennent débattre avec les étudiants. Pourquoi ? Parce que dans les dossiers,
On trouve des travaux d'architectes et d'urbanistes, mais aussi d'économistes, des photographes, des cartographes, des programmistes. On trouve des lettres d'habitants, on trouve des comptes rendus de jurys de concours, on trouve des grilles d'évaluation, on trouve des etc., etc., etc. Et là, c'est se rendre compte que la ville, évidemment, on le sait, mais c'est encore mieux quand on le voit concrètement, eh bien, c'est la production de tout un ensemble d'acteurs et c'est des processus avec énormément de phases. Et chaque phase a sa propre richesse aussi par rapport à ça. Oui, donc là, on vient comprendre à la fois qu'autour de la table, on est loin d'avoir un concepteur qui va avoir l'idée géniale. On est sur un processus long avec des avancées, des reculs, des abandons, puisque c'est le cœur du sujet, des métiers différents, et puis toute une série d'instruments qui sont le quotidien et qui vont produire des inscriptions qu'on va, in fine, pour certaines en tout cas, retrouver dans le fonds d'archives, en tout cas celui de l'agence de Grenoble, parce que il y a une continuité pour le coup de l'archivage, ce qui, à mon avis, est relativement exceptionnel. On va aller commencer à explorer tout ça pour ensuite, on viendra pour en parler ensemble, se dire en quoi est-ce que, là on va voir 3 projets, il y en a 9 qui ont été traités, en quoi est-ce on a à la fois des formes d'exploration individuelle, mais tout ça peut avoir un sens commun, ou en tout cas on peut peut-être commencer à en esquisser quelques leçons. On va commencer par aller visiter quelque part un projet non advenu, un pont ferroviaire, le pont ferroviaire Beria, un projet tout début du XXe siècle, 1905, hein, si je me trompe pas, avec Gwendoline Coué. Bonjour, je vais vous présenter en effet donc ce projet, donc la passerelle avant le pont ferroviaire de 1905 à nos jours. Donc la passerelle est l'ancêtre du pont ferroviaire à l'époque où il n'existait que des passages à niveau au centre de Grenoble. Et donc cette passerelle permettait de traverser au-dessus des voies donc pour les personnes qui étaient à pied. On a travaillé en lien avec les archives municipales métropolitaines de Grenoble sur l'objet de la passerelle avec donc mon binôme Constant Yang, ainsi que sur celui du pont ferroviaire car c'est un héritage qui remonte à aujourd'hui donc plus d'un siècle. Donc au-delà de la création justement de la URG. Et la documentation n'étant pas exhaustive, nous avons aussi consulté des cartes postales en ligne. Ce projet de pont ferroviaire s'ancre dans une opération d'aménagement en prévision des Jeux olympiques d'hiver de 1968. Même si la première esquisse de dessin d'un pont ferroviaire date de 1938, le projet ne sera réalisé qu'à l'annonce de la tenue de ces événements à Grenoble. Donc, nous avons, pour notre part, découvert l'objet de la passerelle par pur hasard, suite à l'initiation donc, de cet enseignement qui nous propose de s'intéresser à ce qui a pu se passer en fait dans les milieux urbains. Nous avons observé avec beaucoup plus d'attention les scènes du quotidien que nous traversons tous les jours. Et lors d'une balade, nous avons découvert, lors d'une balade le long du cours Beria, une inscription à la passerelle sur un bâtiment et nous nous sommes interrogés sur sa pertinence, puisque juste devant, il y a le pont ferroviaire, mais pourquoi la passerelle? Et donc, en regardant des anciennes cartes postales d'époque, nous nous apercevons qu'en effet, avant ce pont ferroviaire, il y avait une passerelle qui passait au-dessus des voies, des passages à niveau des voies de train. Quelle surprise alors finalement? Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous étiez 2 hein, à travailler sur ce groupe. Vous en avez tiré finalement de replonger dans ce passé long, hein, daté. Qu'est-ce qu'on en retient quand on est en Master 2 justement par rapport à ce qu'est un projet urbain, un projet d'infrastructure, en tout cas un projet dans la ville? À mon sens, c'est vraiment quelque chose d'important, de vraiment s'attarder sur les moindres détails qui pourraient témoigner en fait de la construction d'un lieu, car c'est pas juste une donnée. Un lieu, c'est un résultat, un palimpseste de diverses histoires et diverses visions en fait que les personnes ont eues à la construction de ces espaces. Et c'est toujours très, très intéressant de savoir qu'en peu de temps, il peut se passer en même temps beaucoup de choses et en même temps très peu de choses parce qu'il y a des projets qui mettent vraiment beaucoup de temps à se mettre en œuvre. Par exemple, il y a eu près de 30 ans entre la première esquisse de ce pont ferroviaire et ensuite sa réalisation, donc juste avant les Jeux olympiques d'hiver de 1968. Et donc voilà, ça témoigne un peu des dynamiques, premièrement de projection, de mise en œuvre
et ensuite de réalisation dans l'espace public. Donc, comme on peut le voir donc sur les images justement d'archives et les photographies d'époque, cette passerelle justement mettait vraiment en avant donc les mobilités qui étaient présentes à l'époque, c'est-à-dire les roulants, que ce soit des charrettes comme des vélos, donc au niveau du sol, et ensuite les piétons qui devaient passer par-dessus pour un souci de sécurité. Et ensuite, avec l'avènement de l'automobile, donc l'automobile a pris de plus en plus de place, et donc il a fallu séparer les usagers. Donc c'est dans une dynamique de cette époque de séparation des mobilités, de séparation, de cloisonnement en fait des mobilités. Et donc cet objet en fait de transformation donc d'une passerelle et donc de seulement 2 niveaux de circulation a transformé intégralement en fait ce passage dans la ville, puisque aujourd'hui nous avons le train qui passe par-dessus tout. C'est-à-dire que le train passe vraiment sur un pont, et ensuite nous, en tant que piétons, nous avons des sortes de petits tunnels, des petits passages dans lesquels s'insérer, et la voiture qui passe encore plus en bas, en dessous. Donc c'est un héritage justement de ces dynamiques-là de circulation. Oui, donc on a des projets qui sont longs à se faire, mais qui sont aussi dans des mondes qui changent et donc qui s'adaptent quelque part et ils se transforment. Après, le jour de la réalisation est finalement le témoignage d'un point de vue sur ce que doit être la ville, ce que devrait être la ville, qui pour le coup n'est pas forcément tout à fait actuel avec ce qu'on aimerait qu'elle soit dans ces temps de transition. Toi, à titre personnel, sur la façon dont ça s'est déroulé, on est quand même sur un enseignement, enfin j'allais dire original, oui sans doute, en tout cas qui a un formalisme ou un mode d'organisation en tout cas qui tente des trucs. Qu'est-ce que t'en retiens, qu'est-ce que tu en as tiré? J'ai beaucoup apprécié le fait qu'il soit localisé justement dans l'agence d'urbanisme de la région grenobloise, donc qui nous fait déjà un changement de cadre de travail, ainsi qu'une proximité accrue avec les acteurs avec qui on travaille, et notamment avec les sources voilà, de documentation que nous avons pu avoir. Et donc, nous avons pu aller chercher ces informations et ensuite revenir afin d'exposer voilà, notre état d'avancement et l'état de nos recherches directement avec Caroline et Nicolas, ainsi que d'autres personnes que nous avons pu consulter au sein de l'agence. D'accord, bah écoute, merci, merci Gwendoline. On va passer sur un autre sujet qui est un autre projet, qui est le projet Île-de-Mars, avec Amandine Georges, pardon, et Paul Durbé-Salançon. Alors Amandine et Paul, est-ce que vous pourriez nous déjà donner un petit peu les bases de ce projet? Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ce ne sera pas? Donc le projet qu'on a déterré, c'était un projet de concours lancé par la mairie de Le Pont-de-Claix, au sud de Grenoble, pour transformer une place qui était entourée par des immeubles HLM en quelque chose de nouveau qui puisse permettre aux habitants ils utilisaient le mot de déghettoiser, enfin d'ouvrir cette place sur la ville et d'en faire un lieu qui soit plus favorable à l'intégration dans la ville. C'était un peu dans le moment où la culture était très centralisée dans les grandes villes et où justement les petites villes essayaient de décentraliser ça. Et donc du coup dans ce programme on retrouvait, il y avait une demande pour une salle de spectacle, il y avait une médiathèque aussi. Une discothèque. Louer des disques. Pas une boîte de nuit. Et après, c'était vraiment un programme qui était tourné sur la culture et sur justement amener de la culture dans ces quartiers un peu plus populaires, je dirais. Et donc là, on est en 1979. Donc voilà, on a un quartier qui est d'ores et déjà construit, on a un espace public, on est bien sur un projet d'équipement public, on est un peu sur l'archétype du concours avec un programme, etc., etc. Et vous trouvez quelle trace de ce concours? Enfin, là, on vient de se raconter l'histoire. On s'est pas dit ce qui s'est passé encore, mais matériellement, vous en trouvez quoi? C'est quoi les traces matérielles que vous trouvez de tout ça dans les archives? Alors, on a trouvé, je pense qu'on a eu aussi beaucoup de chance à ce niveau-là parce qu'on a trouvé énormément de choses. On avait un dossier qui était très très complet
Il me semble qu'il y avait le projet que nous avons choisi de prendre pour l'exercice, mais il y avait aussi quasiment la moitié des projets qui avaient été envoyés pour ce concours-là. Et au sein même de notre projet, on avait donc des témoignages habitants, enfin des réactions habitantes. On avait des plans, des coupes. On avait des remarques du jury sur les projets. Une notice de texte, des croquis d'ambiance, un chiffrage des projets. Et puis dans les réactions habitantes, oui, c'était des lettres au maire, des pétitions signées comme quoi ils voulaient pas avoir à devenir le projet, des articles de journaux et. C'est extrêmement intéressant parce qu'on n'a pas que simplement on pourrait n'avoir que le programme du concours et le projet lauréat. Mais non, on a aussi les autres projets, ou en tout cas un certain nombre d'autres projets. Vous allez nous raconter, il y a des trucs assez marrants quand même, enfin qui semblent quand même marqués d'une époque. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'on a aussi finalement ces réactions habitantes, ces courriers et ces communications qui pour le coup sont pas sur les réseaux sociaux. À l'époque, c'était pas le cas, mais donc qui ont l'avantage d'avoir laissé des traces papier, qui ont aussi été archivées. Donc on a quand même pas mal de points de vue différents sur la même histoire. Qu'est-ce qui s'est passé alors finalement? Alors nous, le projet qu'on a choisi, alors je reviens juste sur ce que vous disiez juste avant, mais du coup c'est marrant parce que nous dans les archives, en fait on avait pas mal de projets, mais le projet lauréat, enfin le projet qui avait gagné le concours, était pas présent dans les archives. Il y avait que des projets, donc ça c'était assez marrant. D'ailleurs on a essayé de retrouver le projet qui avait gagné et en contactant la mairie du Pont-de-Claix, mais on n'a pas réussi à retrouver. Et donc, la mairie a lancé ce concours en 79. Les architectes... Ah oui, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'ils nous détaillent tout le processus d'un concours à l'époque où c'était pas encore numérisé. Et donc, on voyait la date où les architectes devaient venir chercher le programme à la mairie et payer leur contribution, la date limite de retour du dossier de candidature. Ouais, c'est ça. Et avec tous les éléments qui devaient être intégrés et joints. Et puis, donc, dans le dossier qu'ils venaient chercher, ils avaient quelques plans masse et photos aériennes qui n'auraient pas été disponibles autrement, quoi. Ils n'avaient aucun moyen de les avoir. Et ensuite, donc, il y a eu un jury et la délibération a été faite. Et le projet a été construit dans les quelques années à venir. Je pense que tout compris, ça a duré 5 ans entre le concours et la construction, quelque chose comme ça. Ouais. D'accord, et donc vous avez pioché un de ces projets qui n'a pas eu lieu. C'est ça. C'est ça que vous avez décrit. Alors, qu'est-ce qu'il raconte ce projet-là? Alors on l'a sobrement appelé le projet du DOM parce que bon, il y avait pas de titre, c'était des numéros à l'époque. Du coup, on l'a appelé le projet du DOM parce que en fait dans ce projet-là, les architectes avaient donc une vision où donc tous les éléments de programme prenaient place sous un grand dôme en verre. Au centre de ce dôme, du coup, on aurait une place qui desservirait un peu tous ces éléments de programme tournés autour de la culture. Et on l'a choisi parce que en fait, on est tombé sur l'élévation qu'on a mis en première page sur l'article. Et on a trouvé ça tellement impressionnant que du coup, on a décidé de partir là-dessus. Et puis, avec un peu la chance des cartons, du coup, on a eu tout ce qu'on a décrit avant. Donc, les plans, les coupes, le programme, la notice des architectes. Et c'est pour ça qu'on est parti là-dessus. Et donc là, vous avez compris pourquoi il n'a pas été retenu, justement? Alors pourquoi il n'a pas été... oui, en partie parce qu'on a eu aussi, il y avait aussi des remarques habitantes où le projet était beaucoup trop énorme pour la petite ville du Pont-de-Claix à l'époque. Et du coup, je pense qu'il y avait aussi pas mal de peur des habitants. C'était vraiment un projet qui était beaucoup trop massif pour l'endroit, quoi. Ça vous a pas surpris, justement, que les habitants aient eu leur mot à dire sur un concours de ce type-là? Non, mais c'est vrai que maintenant qu'on pose la question, je sais pas comment ça se passait à l'époque. Donc là, il y a eu une journée de présentation des projets et quelque chose qui ressemblait à un livre des remarques qui était disposé à la sortie. Et c'est là-dessus, certaines pages ont donc été extraites. Et que maintenant, dans notre manière de faire la ville, on parle beaucoup plus de participatif, ou au moins à l'école, c'est des
processus qui sont valorisés, mais c'est vrai qu'à l'époque, donc il y a dû avoir, je sais pas s'il y avait plus que cette présentation, mais en tout cas, les habitants avaient l'air bien au courant de quels étaient les projets et avaient un avis très tranché dessus, parce que les syndics des HLM s'étaient mis ensemble pour présenter des lettres au maire et plusieurs, donc ils étaient très informés. Oui, donc un vrai processus participatif de façon assez précoce, qui n'est pas nécessairement hyper surprenant dans la région grenobloise, hein, qui était clairement en avance sur ces questions-là. Mais il y a sans doute beaucoup de territoires aujourd'hui en France où on n'ouvre pas comme ça les concours encore aujourd'hui à la parole citoyenne. En tout cas, moi, ça m'a surpris. Je ne sais pas vous avez eu d'autres surprises en fait en ouvrant ces cartons, d'autres éléments voilà, auxquels vous vous attendiez pas. Il y avait à côté du dôme géant qui correspondait à l'espace public, il y avait une aire de jeu. Oui. Et donc l'aire de jeu, elle était déjà par sa surface immense. Enfin, je pense qu'il y avait 1000 mètres carrés d'aire de jeu. Et puis c'était un terrain d'aventure, donc c'était pas du tout, on retrouvait pas des balançoires et des toboggans, on trouvait une butte énorme où on pouvait passer à l'intérieur comme une maison de hobbit. Il y avait un train grandeur nature dans lequel les enfants pouvaient jouer, un avion, Un bus. une souche, mais je pense qu'il faisait 20 mètres de large. Ouais, il y avait des Et petites. donc Ouais. c'était des manières, et donc l'architecte avait pensé à une manière pour l'enfant de s'amuser qui ne soit pas dictée par un jeu, mais que l'enfant puisse s'approprier son environnement. Et ça c'était, enfin moi je sais pas toi Paul, mais moi j'avais vraiment envie d'y aller en tant que Oui. grande enfant, ça donnait envie. Et donc ça lui a été complètement reproché, qu'il voyait trop grand, surtout pour le pont de Clé, et que c'était trop féerique et trop grandiose. Bah, c'était un peu la surprise dans la surprise, parce que en fait au début on avait choisi le projet par rapport au dôme qui était vraiment énorme. Et après en creusant un peu le projet, on a vu cette aire de jeu, et en fait c'était plutôt ça après qui nous amusait. amusait. Oui, et puis quand Paul dit on creusait le projet, donc c'est qu'on avait ces 2 boîtes d'archives pleines avec quelques dossiers qui groupaient certains documents, mais pas tous. Et donc ensuite on dépliait les plans qui faisaient 2 mètres par 1. On les posait sur la table et on essayait de chercher le petit numéro d'anonymat pour pouvoir ensuite faire des dossiers. Et donc on avait 14 projets et on s'est fait tout un tableau pour dire, OK, donc dans ce projet-là, on a la coupe, la notice, le plan, mais on n'a pas le budget, les commentaires du jury. Et donc, on a essayé de revoir pour chacun des projets qu'est-ce qui avait été encore disponible. Et donc, au moment où on s'est aperçu que le dôme avait en plus le plan et l'élévation de cette aire de jeu immense, c'était Ouais, doublement marrant. surprenant. Et en même temps, puis ça vous- allait bien avec cette idée de dôme. Enfin, je sais pas, c'était. too much. Ouais, voilà. Non, mais c'est des très belles illustrations par ailleurs, hein, donc c'est intéressant à voir. On mettra évidemment l'ensemble des liens sur les documents qui sont disponibles en ligne pour les auditeurs. Amandine, Paul, qu'est-ce que vous avez tiré justement de cet enseignement par rapport aussi à d'autres que vous avez pu suivre ou subir parfois à l'ENSA? Quelle particularité? On a bien compris le plaisir à dérouler les plans et avoir des surprises là-dessus, en recomposant finalement les dossiers individuels. D'autres éléments à partager? C'est vrai que c'était en partie ça qui était super à faire. Nous, on avait la chance d'avoir un dossier qui était très complet, donc c'était assez rigolo de voir justement tout ce qui est comment on faisait un projet dans les années 80, la place un peu de cette parole habitante qui était quand même assez présente avec les remarques, etc. Et puis à la fin, du coup, cette question de l'enfant un peu dans la ville, quel espace est-ce qu'on lui laisse? C'était ça qui était vraiment très très intéressant. Ouais. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé pouvoir voir comment est-ce que les architectes travaillaient en dehors du numérique. Parce que nous, dès les 6 premiers mois à l'école, on est passé sur l'ordinateur, et du coup, les échelles, on peut zoomer dans un niveau de détail et dézoomer. Alors que là, le plan, il était immense. Et donc de voir comment c'était dessiné, représenté, et puis les plans qui sont soit bleus avec les blueprints, soit un petit peu jaunis. Donc ça m'a beaucoup plu. Et puis de découvrir justement des nouvelles pratiques d'architectes et d'urbanistes travaillant à l'agence en ce moment, et d'être en contact avec de potentiels futurs métiers.
Ce qui d'ailleurs pose question en l'absence d'inscription matérielle de nos outils. Alors oui, on imprime des plans, mais finalement les plans finaux, et qu'une partie est sans doute plutôt des projets qui vont se faire que des projets qui ne se feront pas. Quand est-ce que, enfin, comment est-ce que vos successeurs à l'école dans 40 ans pourront explorer vos projets à vous, que vous n'aurez pas réussi à réaliser? Ce sera sans doute compliqué, ou en tout cas faudra arriver à déplomber un vieux PDF produit sur un sombre logiciel que personne ne maîtrise, alors qu'un plan papier, il est peut-être un peu jauni ou tout bleu encore, mais en tout cas on arrive encore à le lire. Merci à vous deux. On va partir à la Grand Place. On est resté sur un ordre chronologique, mais là on est toujours dans les années 80. Enfin, on était en 79. On bascule en 1985 avec Clara Coquet. Alors qu'est-ce que c'est cette Grand Place, Clara? Bonjour. Donc, à l'agence d'urbanisme, on a découvert une boîte sur le concours pour la station de Grand Place. Et dans cette boîte, il y avait plusieurs projets. Je pense qu'il y en avait 6 ou 7. Et donc, on les a un peu explorés. Et il y en a un qui a particulièrement retenu notre attention, qui était un projet de l'agence Zanassi. Et c'est vraiment un document en particulier qui a retenu notre attention, qui était une perspective un peu utopique qui proposait une version complètement différente de la station qu'on connaît aujourd'hui. C'était particulièrement marquant pour nous parce que on est à l'école d'architecture et cette passerelle, on l'emprunte tous les jours. Donc, ça nous a vraiment marqué directement. Et donc, sur cette perspective, on pouvait voir une passerelle entièrement végétalisée. On pouvait monter depuis la station par des escaliers en demi-cercle avec plusieurs séquences végétalisées, etc. Il y avait aussi une énorme fontaine avec des personnes qui étaient assises autour de cette fontaine. La station était vraiment un espace de passage, pas un espace de passage, mais un espace sur lequel on pouvait vraiment s'arrêter, rencontrer du monde, passer du temps, et non un espace de simple passage comme c'est aujourd'hui. Oui, la façon dont tu te racontes, j'ai l'impression que, enfin, vous êtes arrêté sur cette image en vous disant, en fait, c'est plutôt le présent qu'on aurait eu envie d'avoir. Oui, c'est vraiment ça. D'accord. Donc ce carton renfermait, de ce que je comprends, des différents projets d'un concours sur une station de tramway, donc. Là-dessus, à part cette image, cette perspective, y avait quoi dans le carton? On a compris que sur le projet précédent, il y avait toute une documentation très complète, avec 2 cartons. Là, pour vous, c'était quoi? C'est à part cette perspective qu'il faudra aller voir d'ailleurs sur Internet, on mettra donc le lien. Qu'est-ce que vous aviez d'autre comme matière première, en fait? Alors, sur ce projet, il était vraiment très bien documenté. Il y avait aussi les coupes, je pense, les plans, toujours très végétalisés, comme je disais, et vraiment utopique parce que les arbres, il y avait des arbres, par exemple, qui étaient représentés et c'était quand même très minéral. La passerelle restait très minérale et on voyait ces arbres. Donc, on se demandait un peu si c'était vraiment réalisable. Ouais, où est-ce qu'ils Des arbres poussent, sur quoi. une passerelle, voilà, minérale. Oui, d'accord. Donc, quand même un regard critique sur la faisabilité, en tout cas sur la partie végétale. Tu en retiens d'autres choses, d'autres éléments, peut-être justement à y repenser maintenant, quand vous êtes tombé sur ce plan, quelque part ça vous a plu, sur les aspects qui vous ont plu, parce que quelque part cette réaction peut nous informer aussi sur les envies qu'on peut avoir sur des projets aujourd'hui, sur les projets que vous allez monter vous-même. Je dirais que un peu ce que j'ai dit déjà tout à l'heure, que en découvrant cette boîte et ce projet, on a pu vraiment se rendre compte de ce qui manquait à ce lieu, à savoir des espaces d'attente, des espaces de rencontre, vraiment des séquences qu'on peut parcourir, etc. En faire un lieu, en fait, avec toutes ces qualités à la fois de capacité à se croiser, mais aussi cette place du végétal qui est sans doute tout à fait actuelle.
Mais Tu as eu c'était d'autres quand même surprises? c'était aussi questionnable parce que cette passerelle devienne vraiment végétale, parce qu'on a quand même le parc juste à côté qui est déjà un énorme espace végétal. Donc c'est vrai que ça nous avait aussi interpellés sur ce point. Il n'y avait pas de traces, pour le coup, de documents, de commentaires, comme on l'a eu sur le projet précédent, de commentaires habitants ou de rapports d'analyse, etc. Donc vous avez fait votre propre avis finalement sur les projets sans avoir les avis des autres. Il n'y avait pas de retour d'habitants. On avait, je pense qu'on avait les volontés des architectes. Alors par exemple, il y avait cette phrase qui nous avait marqué, que l'agence, justement, l'agence qui proposait ce projet avait écrit, qui était: l'utilisateur doit pouvoir joindre ou quitter cette future station, non pas avec le stress du passager, mais avec un nouveau rythme à transition qui prolonge le vécu. Bon, un projet qui n'a pas eu lieu. Par contre, c'est un enseignement qui a eu lieu, lui. À titre personnel, toi, qu'est-ce que t'en retires, peut-être pour ta pratique de demain? Comme on dit mes camarades, j'ai bien aimé cette idée j'ai bien aimé être un peu déconnecté de cette ère du numérique où on a accès à tout facilement, rapidement. On a juste à chercher en ligne, encore plus avec l'IA, c'est encore plus simple. Donc j'ai bien aimé cette idée d'aller sur place, de prendre le temps, d'être surpris, de découvrir. Ok, bah, écoute, merci à toi. Peut-être Caroline et Nicolas, c'est peut-être le moment justement d'essayer de tirer non pas une forme de conclusion, mais en tout cas un point d'étape, parce qu'un enseignement de ce type, il se fait, mais il se refait aussi. Et puis on a bien compris qu'il y a un certain nombre de boîtes qui avaient été ouvertes, mais il en reste quelques-unes, me semble-t-il, dans les archives de l'agence. Mais peut-être au bout de cette première itération, 9 projets couverts, qu'est-ce que ça vous a appris finalement en tant que praticien de la ville, d'abord en tant que faiseur de ville, chacun dans votre rôle, qu'est-ce que ça vous a appris de replonger dans ces projets dont on l'a vu, ils témoignent aussi de leur époque, certes, mais avec des partis pris qui sont pas nécessairement complètement obtus et parfois d'actualité, ou en tout cas il y a des choses certainement qu'on n'aurait pas fait. Qu'est-ce que vous en tirez? Alors moi, à titre personnel, j'en tire une grande satisfaction, puisque en tant que documentaliste et puis voilà, de gérer les archives et de les voir être utilisées, être valorisées dans un enseignement, donc avec des futurs acteurs de la ville, des futurs architectes, des futurs urbanistes, c'est-à-dire de leur donner aussi une façon de voir, une façon de chercher qui est différente. Comme ils l'ont précisé aujourd'hui, voilà, ils n'ont pas forcément des étudiants qui n'ont pas forcément l'habitude d'aller en bibliothèque ou en centre de documentation spécialisé et qui n'avaient peut-être jamais ouvert une boîte d'archives parce que c'est pas des étudiants en histoire. Donc c'est une pratique qui me semblait intéressante de leur montrer et de voir l'enthousiasme qu'il y a eu, ça a été vraiment hyper agréable. Et puis après, c'est de voir en tout cas les sujets qui sont ressortis, comme la place de l'enfant dans la ville ou la végétalisation. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des fils rouges qui étaient peut-être à écouter ou à montrer particulièrement. Et en tout cas, les montrer par des archives et d'expliquer que ça explique, ça existe depuis longtemps, ces sujets, et voilà, ça peut être encore une façon de montrer la ville, quoi. Oui, on peut retrouver la participation, la place des mobilités douces, etc., etc. Enfin, autant de préoccupations qui ont l'air d'être hyper actuelles, très contemporaines, des enjeux de transition, etc., etc. Bon, sauf que on en trouve des traces dans des projets de 1905. Nicolas ? Oui, non, mais enfin, pour moi, ce qui a été passionnant, c'est d'abord la beauté aussi des documents, que ce soit les plans, les coupes, les photos. Vraiment, il y a des documents magnifiques, magnifiques. Si vous allez sur Internet, vous verrez certains groupes ont même coloré certains documents pour les mettre encore plus en valeur. Donc ça, voilà. Et aussi des documents de très grand format. C'est extrêmement intéressant de se promener dans ces documents. Et effectivement, ces thèmes qui nous paraissent des thèmes d'actualité, mais en fait, qu'ils l'étaient déjà. On a parlé de la place des enfants, et quand on voit sur plusieurs projets que les étudiants ont déterrés, les projets incroyables de jeux pour enfants, on se plaît à rêver.
Mais peut-être quelque chose de plus discret, mais je crois très très présent, des espaces publics qui, au-delà de la question de la fonctionnalité, sont d'abord des espaces publics, comme dit Hannah Arendt, pour se voir et se parler. C'est-à-dire des espaces publics de la rencontre. Le projet sur lequel travaillait Clara offrait plein d'escaliers en forme un peu de cirque sur lesquels on pouvait attendre, voir les autres, discuter, échanger, jouer, etc. Le projet à Pont-de-Claix, de la même façon, dans les croquis d'ambiance, on voit des gens discuter, faire la sieste, jouer. Autant de choses absolument évidentes, mais qui font un bien fou et qui nous donnent envie aussi de ne pas être uniquement dans des espaces qui répondent à des fonctions, mais bien à des formes de vivre ensemble. Et donc toujours une vraie actualité, en fait, à la fois des sujets, mais quelque part aussi des réponses qui sont apportées par certaines et certains au travers de ces projets-là. Alors on l'a assez dit, c'est que la première itération de d'un autre projet qui est le projet pédagogique lui-même. On a à la fois 9 projets explorés, mais aussi une mise en parallèle de ces différentes démarches au travers du site internet. C'est quoi les perspectives pour cet enseignement et même qu'est-ce que vous avez envie de changer pour la prochaine itération? D'abord, donc on envisage que c'est des saisons. Donc là, on a eu la saison 1. Le thème était plutôt les espaces publics à l'échelle métropolitaine. Alors sans doute, on va peut-être continuer encore le thème des espaces publics, mais en interrogeant encore plus les communes, qui ne sont pas uniquement les Grenoble, comme le centre de la métropole, mais l'ensemble des autres communes, qui ont encore moins que la ville-centre, évidemment, des travaux sur leurs histoires. Donc une saison 2, en fait, qui se prépare. Mais j'espère bien qu'on va pouvoir faire d'autres saisons. Alors, les travaux de l'agence, comme le disait un des étudiantes, nous amènent aussi à interroger d'autres archives et peut-être aller faire des entretiens aussi avec quelques architectes. Par exemple, l'architecte qui a fait ce projet de station de tramway à Grand Place, qui n'a pas gagné, est mort quelques semaines avant qu'on démarre l'atelier. Il y a des conjonctions comme ça qui sont à la fois tristes, mais qui nous donnent à penser qu'il faut qu'on rattrape peut-être certaines rencontres qui devraient avoir lieu et qu'on les provoque. Donc si cette fois-ci on est passé un petit peu à côté, mais je crois qu'il y a la possibilité aussi dans cette histoire récente, parce que les années 50, 60, 70, 80, 90, mais même 2000 et même 2010 sont des années qui s'oublient assez vite. Et on a déjà discuté de quelques projets qui nous sembleraient intéressants de questionner demain. En tout cas, moi, ce que j'attends pour les prochaines éditions et ce qui me semble intéressant, c'est ce qui a un peu été dit, c'est de mettre en relation les gens aussi et de mettre en relation ces archives, mais aussi avec des chargés d'études de l'agence d'urbanisme, avec peut-être d'autres institutions comme les archives départementales, des architectes, comme vient de dire Nicolas, et c'est de se servir en tout cas de camp de base, d'avoir un centre de documentation qui est un espace de médiation, et puis que tout le monde se rencontre là-dedans. Et c'est un peu une autre façon de travailler. On n'a pas quelque chose en silo, c'est vraiment d'être dans une démarche de médiation. Oui, et donc on se retrouve avec des archives qui donnent envie d'en produire d'autres, finalement, des inscriptions du passé qui donnent envie d'aller faire des rencontres très matérielles, mais aussi peut-être de laisser des traces par des entretiens ou autres et de compléter les vides. Alors, il y a une conjonction entre une agence qui est là depuis longtemps et qui a bien tenu ses archives de façon continue, ce qui n'est pas complètement évident. C'est un travail pas simple de se dire qu'on va prêter attention à tous ces documents produits au quotidien, les classer, les archiver, etc., sans savoir à quoi ils peuvent servir demain. On a une conjonction avec la présence de l'école, Nicolas, qui se penche sur ces questions-là et qui a cette curiosité aussi et cette appétence. Bref, c'est ce qui s'est passé là, ce qui commence à s'entrouvrir ici. C'est particulier, c'est spécifiquement grenoblois, ou est-ce que ça pourrait être reproduit ailleurs? Alors ça peut être reproduit ailleurs parce qu'on a des agences d'urbanisme comme ça qui ont été créées dans les années 60-70 dans à peu près les 50 grandes métropoles françaises.
On est tous rattachés à une fédération qui s'appelle la Fédération nationale des agences d'urbanisme. Et à leur façon, chaque agence d'urbanisme est un peu mémoire du territoire. Et voilà, on a un bon réseau de documentalistes. Et donc, j'imagine que l'exercice pourrait être fait aussi en partenariat avec des écoles d'archi, des écoles d'urbain dans d'autres villes. Ouais. Oui, je crois bien sûr que l'exercice est reconductible à de multiples endroits. Je pense une des pistes aussi qui serait intéressante, mais là, nous, c'est un cours qui est assez court, au sens, il n'y a que 20 heures d'enseignement. On l'a pas dit, mais c'est peu d'heures, en fait, pour arriver à faire tout ce travail qu'ils ont pu mener. Mais c'est aussi comment, au-delà de mettre en disponibilité ces anciens projets sur Internet, peut-être comment on organise des débats autour et comment ces débats reviennent mobiliser des experts, des acteurs, mais aussi des habitants, peut-être de ces quartiers, pour que chacun prenne conscience en fait de ces histoires-là et que l'architecture soit aussi un lieu de discussion, d'échange, de débat, de croisement de points de vue, mais toujours en mettant au milieu de la table, je trouve, des projets. C'est ça qui à mon avis, pour ne pas être juste sur argument contre argument, mais véritablement oser le projet et oser la fiction quelque part, en fait. C'est-à-dire ces héritages qu'on essaye de déterrer sont autant de fiction d'hier pour demain. Mais quelque part, ça enrichit notre regard des lieux. C'est ça derrière le mot, ces projets qui hantent la ville. C'est qu'une fois qu'on les connaît et qu'on passe dans ces lieux-là, eh bien, ces projets sont dans nos yeux, sont dans nos regards. Et je crois qu'on est plus riche lorsqu'un lieu a plus d'histoire quand on le vit. Des futurs non advenus, mais qui touchent le réel, quoi qu'il en soit, en tout cas au travers de notre regard sur notre quotidien et sur nos villes. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les 6 d'avoir accepté l'invitation à ce podcast de Transition urbaine. On ne manquera pas de suivre la suite de cet enseignement, la saison 2, et on va mettre évidemment l'ensemble des liens sur ce dispositif en commentaire du podcast. Merci à tous nos auditeurs et auditrices pour votre écoute. Et n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter et retrouver toutes nos publications sur transition.city avec un S évidemment à transition. Merci et à bientôt.